C'est un retour au pouvoir, tout comme aux États-Unis. L'ancien président de la République du Ghana et candidat du Congrès démocratique national revient donc aux affaires après avoir obtenu plus de 6 millions de voix au terme du scrutin présidentiel du samedi 7 décembre 2024. Ceci face à son adversaire, le vice-président sortant et candidat du nouveau parti patriotique. Une fois encore, la démocratie a rayonné au Ghana et nous tirons donc les leçons de cette présidentielle avec un expert électoral qui a coordonné deux régions donc pendant ce processus électoral pour le compte de la CEDEAO. Il est déjà installé sur le plateau du grand format. Excellence Francis Gabriel Oke, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien représentant de la CEDEAO auprès de l'Union africaine, ancien chef de la division assistance électorale de la CEDEAO et ancien secrétaire permanent du RESAO, réseau des structures en charge des élections en Afrique de l'Ouest. Bienvenue sur le plateau du grand format. Je le disais, vous avez coordonné les régions de Volta et Oti donc pour le compte donc de la CEDEAO pendant ces élections. Concrètement, qu'avez-vous observé pendant votre mission? Merci pour cette occasion que vous m'offrez pour quand même témoigner de ce que nous avons observé au Ghana. Concrètement, je peux dire que nous avons observé au Ghana un peuple serein depuis les préparatifs de ces élections. Un peuple qui savait où il allait et qui savait pour qui il voulait voter et sans perturbation. Ça, c'est du côté des électeurs. Ensuite, nous, du côté des acteurs, c'est-à-dire des candidats, nous avons observé aussi des candidats qui avaient leur discours et qui avaient des projets et des ambitions pour leur pays. Et nous viendrons dans les détails tout à l'heure, des candidats qui se sont défendus comme il se peut et qui se sont donné les moyens de réussir ou de convaincre l'électorat. Justement, et enfin, nous avons aussi les organisations chargées les organismes chargés d'organiser ces élections qui ont travaillé dur et j'ai beaucoup apprécié surtout le comportement de la police qui avait une télévision spécialement pour donner des messages de paix et des comportements adoptés pour la sécurité, pour ne pas tomber dans le piège. D'accord. Dans quelle ambiance la campagne électorale s'est-elle déroulée? La campagne s'est déroulée, contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir, la campagne s'est déroulée dans une ambiance détendue. Les acteurs ont préféré du porte-à-porte, contrairement au grand rallye que nous avons l'habitude de voir. C'est du porte-à-porte et de temps en temps des rallyes, mais c'est plus du porte-à-porte. C'est vrai qu'il y a eu des discours, certaines attaques, et bon, est-ce qu'on peut, c'est pas forcément des attaques, mais c'est des critiques des personnalités, et ils se critiquent et tout, mais dans le fond, vous avez un message de gestion de la cité qui passe. Et c'est ça ce qui a été très important dans cette campagne. De temps en temps, il y a eu des risques de violence et tout, mais la police a toujours intervenu pour éteindre le feu. D'accord. Alors, le jour du vote même, ce samedi 7 décembre, quels sont les éléments positifs que vous avez pu noter dans les bureaux de vote? D'accord. Le jour du vote, premier élément positif, c'est que tout le matériel était dans la plupart des bureaux de vote à temps. Et les agents étaient là, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure. Nous étions là avant, 15 minutes avant l'ouverture, nous avons vu des agents bien entraînés, bien formés, qui préparaient les urnes et tout le dispositif pour permettre aux électeurs de voter. Donc, ça, c'est un point très positif. Mais nous avons aussi vu des prisonniers en train de voter. Donc, et ça nous a permis d'interpeller les organisateurs qui nous ont dit non, qu'ils avaient été déjà contactés par les personnalités pénitentiaires qui vont amener, et on a dit qu'ils vont venir avec... Il y avait une vingtaine de prisonniers qu'on a sortis de prison pour venir voter. Et apparemment, la loi du Ghana le permettait. Mais ce que nous, on n'avait pas apprécié, parce que le dispositif sécuritaire pour éviter les évasions pouvait
distraire les électeurs ou influencer, avoir un impact. Mais ils ont demandé, on a dû exiger qu'ils demandent l'avis des électeurs qui étaient en rang, en queue, depuis le matin. Et ils ont dû suspendre le vote pour faire voter les prisonniers. Mais avant, ils ont demandé des excuses aux électeurs qui étaient en rang, qui ont compris et qui les ont laissé voter. Je pense que c'était dans l'esprit et que tout ce dispositif, tout cet arsenal de guerre qui a été débarqué dans le bureau de vote puisse disparaître. Mais sinon, tout s'est déroulé comme dans les règles de l'art. Et nous avons suivi jusqu'au dépouillement où les conditions de dépouillement ont été respectées par les agents et nous avons vu des agents très bien formés. Très bien formés. Et puis pour cette élection, nous avons constaté que le taux de participation a été exceptionnellement bas, c'est 60,9% et c'est près de 20% donc de moins par rapport à la présidentielle de 2020. Quelles sont les raisons? Oui, c'est vrai, mais personnellement, moi je pense que d'abord, il faut noter que les deux candidats étaient des candidats du Nord. Oui. Donc, des candidats qui ont grandi à Tamale, qui se connaissent très bien. Et ça peut être un élément qui fait que, bon, les autres ne se sentaient pas trop concernés. Ensuite, deuxième élément, c'est que généralement en Afrique ou dans le monde aujourd'hui, les citoyens n'ont pas de dividendes de la démocratie. Ils estiment que, bon, quel que soit le candidat qui remplace l'autre, et bon, leur situation ne s'améliore pas. Et donc, et pourquoi se défoncer pour aller voter, se lever le matin? Donc, dans la plupart des pays africains, et même dans le monde, et le taux de participation est en train, l'engouement à l'exercice électoral est en train de baisser parce que le citoyen lambda estime que, bon, ben, il n'a pas. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Ça se passe entre les acteurs politiques, c'est eux qui savent ce qu'ils veulent et que nous, la situation ne change pas. Donc, il y a ces deux raisons principales qui peuvent justifier. Oui, parce que les deux candidats sont du Nord au Ghana. Sinon, d'habitude, nous avons un engouement sérieux, surtout que le NPP était à la fin du second mandat. Donc, normalement, nous devons avoir un engouement, surtout que le NPP voudrait tout faire pour rompre cette pratique où, après 2 mandats, il y a changement. Et le NPP faisait tout pour rompre cette pratique et faire un 3e mandat, alors que le NDC, qui était en attente depuis 2 mandats et depuis 8 ans, a décidé, et on nous a même dit qu'ils sont surpréparés. Ils étaient surpréparés pour gagner ces élections. Avant même la proclamation des résultats, le candidat donc, du pouvoir reconnaît sa défaite, appelle le vainqueur donc, pour le féliciter. C'est une avancée de la démocratie au Ghana? Oui, bon, c'est une avancée, mais ce n'est pas la première fois. Même au Bénin, le candidat Zissou avait félicité le candidat Talon en son temps. Oui. Donc, je ne peux pas dire que c'est une leçon pour ça qu'il veut nous apprendre. Mais c'est très important ce tact que nous demandons aux candidats, aux politiciens africains. Et qu'est-ce qui a poussé ce candidat à appeler le vainqueur même avant la proclamation des élections? Ce qui l'a poussé, c'est d'abord, si vous écoutez bien son discours, c'est qu'il a dit, en se référant aux résultats qui me sont parvenus à mon headquarter, à mon siège. Ça veut dire que c'est les propres résultats récoltés par ces représentants dans les bureaux de vote. Donc, première leçon, c'est qu'il faut, quand vous êtes candidat, il faut que vous ayez des représentants dans les bureaux de vote, dans tous les bureaux de vote, ou dans la plupart des bureaux de vote qui vous envoient les résultats qu'ils ont dans le bureau de vote. Ton représentant t'envoie un résultat, tu ne peux pas contredire. Donc, quand il a fait le point de ces résultats, il n'a pas eu besoin d'attendre la proclamation de la commission électorale. Deuxième élément, c'est que au Ghana, ils ont ce qu'ils appellent une commission de paix. Et c'est un comité qui est composé de quelques personnes de grande notoriété et qui rédige un accord de paix et tous les candidats s'engagent, quel que soit le résultat,
à préserver la paix. Et dans son discours, il a même fait référence à son engagement à préserver la paix. Donc je pense que c'est quelque chose d'important que nous devons vulgariser en Afrique. Et un autre élément, c'est que ils ont ce qu'ils appellent au Ghana IPAC, Inter-Party Advisory Committee, qui est un comité qui discute fréquemment avec la commission électorale des questions liées au processus électoral. Et nous pensons qu'ils existent aussi au Nigeria. Et c'est un creuset dans lequel les questions liées au processus électoral sont déjà discutées. Et il y a une minute de chaque réunion avec les acteurs pour qu'ils ne contredisent pas ce qu'ils avaient promis ou ce qu'ils avaient discuté dans ces réunions. Et tous ces éléments font qu'un candidat qui perd, il a déjà la grande figure des résultats et il n'a pas besoin. Ce sont des éléments qui peuvent inspirer les autres pays à améliorer le système. Oui, mais je pense que c'est des éléments qui peuvent inspirer, mais quand vous les évoquez, on vous dit que ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Mais je pense que la démocratie a des principes de base qu'il faut respecter. Et ça, c'est des choses qu'on peut prendre du processus électoral du Ghana, et ça fait qu'il y a une certaine stabilité, une continuité, et ça nous donne la fierté. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'on n'a pas besoin d'aller en dehors de l'Afrique pour avoir de bonnes pratiques en matière électorale. Avant le Ghana, nous avons vu également le Libéria, donc où le candidat, le président qui est candidat à sa propre succession a perdu les élections et a reconnu sa défaite. Est-ce que finalement les pays anglophones, donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, se démarquent donc par leurs bonnes pratiques démocratiques? Bon, je ne peux pas dire que les pays anglophones se débarquent par leurs bonnes pratiques. C'est vrai que dans la plupart des pays anglophones, les choses vont plus pour le mieux. Oui. Mais au Sénégal, nous avons eu des élections qui se sont bien déroulées aussi. Hein? Au Bénin, nous avons eu des élections où le candidat perdant a félicité le candidat qui est vainqueur. Et le candidat perdant était même à Porto-Novo pour l'investiture du vainqueur. Et il a été ovationné. J'étais là. Donc, c'est-à-dire que c'est la volonté. Il nous faut la volonté pour bien faire. Maintenant, revenant à votre constat, c'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes sont plus dans les pays francophones, et nous en avons discuté même au Kenya dernièrement, où j'étais pour des discussions sur le processus électoral. C'est vrai qu'il faudrait qu'on réfléchisse. La question de troisième mandat, la question de révision de la Constitution. La question de tripatouillage de Constitution, tout ça. Ils sont beaucoup plus présents. Oui, parce que pour un anglophone, quand tu changes une virgule dans une Constitution, ça ne te permet pas, juridiquement même dans le pays anglophone, de prétendre à une nouvelle constitution. Ils se disent c'est juste une révision, c'est pas une nouvelle constitution. Donc, je pense qu'il y a des choses à apprendre chez eux, mais ils ont aussi des choses à apprendre chez nous. Parce que quand vous allez dans le domaine du contentieux, moi je préfère le système francophone où le contentieux est vidé avant que le candidat vainqueur ne prenne fonction. Or, dans les systèmes anglophones, mais le candidat vainqueur prend fonction, mais le contentieux continue. C'était le cas. Ce fut le cas où Draman, quand il avait gagné en 2012, il y a eu un contentieux de 8 mois. Pourtant, il était déjà en fonction. Oui. Donc, je pense que ça aussi, ils peuvent copier de nous. Et nous devons nous compléter. Et c'est d'ailleurs pour ça que, il y a quelques années, nous avions organisé à Cotonou une rencontre des structures chargées de gérer le contentieux en Afrique de l'Ouest, parce que nous avons le système lusophone, nous avons le système anglophone et le système francophone. Et chaque système peut apporter quelque chose à l'autre. Et je pense que ce que nous avons vu au Ghana, il y a aussi des couacs, mais l'essentiel est que le Ghana a vaincu. Et une leçon que nous avons tirée du Ghana, c'est que pour le Ghanéen, c'est le Ghana d'abord. Ça fait que toute action que tu veux mener, tu te dis, est-ce que c'est une action qui arrange ton pays d'abord? Donc, avant de penser à soi-même, il faut penser au pays. Donc, disons toujours le Bénin d'abord,
dans toute action que nous voulons mener. D'accord. Donc c'est une grande leçon que nous avons appris du Ghana. Quelle a été la contribution donc, de la commission de la CEDEAO pour le déroulement donc, de cette présidentielle? Effectivement, comme vous le savez, le protocole additionnel de la CEDEAO de 2001 a exigé que la CEDEAO apporte assistance à tout pays, à tout État membre qui organise les élections. Donc, dans le cas ghanéen, il y a d'abord eu la mission exploratoire préélectorale et qui a rencontré tous les acteurs et qui a rencontré même la commission électorale pour savoir quel appui la CEDEAO peut apporter. Mais dans le cas ghanéen, la commission électorale a estimé, vous savez, organiser les élections, c'est une action de souveraineté. La commission électorale du Ghana a dit, eux, ils n'ont pas besoin d'appui financier. Donc, c'est la société, les organisations de société civile qui ont bénéficié des appuis financiers de la CEDEAO. Mais ce qui est important, qu'il ne faut pas négliger, c'est que la CEDEAO fait de la diplomatie préventive. Le chef de mission de la CEDEAO, dès qu'il a atterri à Accra, a commencé par rencontrer les acteurs pour les amener à respecter les résultats. Est-ce que vous pouvez imaginer que le candidat qui a gagné aujourd'hui, son parti ne voulait pas signer le pacte, le pacte dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'accord de paix. Oui. Son parti ne voulait pas signer. Donc il a fallu l'intervention de la CEDEAO et des autres organisations internationales pour les amener et ils ont signé. Aujourd'hui, c'est eux qui ont gagné. Donc les actions de prévention, de diplomatie préventive ont été menées aussi lors des élections. Et la CEDEAO, avant l'arrivée du chef de mission, a déployé une mission à long terme et une mission de court terme pour suivre. Parce qu'on a souvent l'habitude de reprocher à la CEDEAO de venir la veille des élections et de dire que tout s'est bien passé. Donc, la CEDEAO, depuis un temps, déploie des experts sur le terrain un mois à l'avance pour suivre jusqu'au résultat, à la proclamation du résultat. Donc, et ces experts ont pris le temps de préparer, de rencontrer les acteurs et de préparer les questions clés du processus. Et ces questions, à l'arrivée du chef de mission, il a dû les attaquer et en discuter avec les acteurs pour qu'on ait le résultat que nous avons. Il y a eu une contribution très appréciable et très concrète de la CEDEAO et pour la réussite de cette élection. D'accord, dernière question pour vous. La CEDEAO tient ce dimanche un sommet très déterminant. Quel va être le sort des pays de l'AES à l'issue de ce sommet? Dis donc, c'est les chefs d'État qui décident. Moi, je suis un retraité, donc je ne sais pas, j'attends comme vous pour savoir la décision que les chefs d'État vont prendre par rapport à ces pays. Et je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Je suis à la retraite tranquille chez moi. Et donc, j'attends la décision des chefs d'État. D'accord. On va dire un mot pour finir concernant ce processus électoral que vous avez suivi au Ghana. Non, moi le mot le plus important que je pense, et la leçon la plus importante, c'est que pendant les élections, le processus électoral en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, il faudrait qu'on mette d'abord le pays, l'intérêt du pays en avance. Et si on est candidat, donnons-nous les moyens d'avoir nos représentants dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote, parce que même pour aller au contentieux, il faut avoir des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas. Nous avons observé des élections dans des pays où le représentant du candidat ne sait pas quel candidat il représente. Le chef de mission demande, est-ce que vous êtes d'accord pour le résultat? Et tout le monde dit oui. Mais le candidat qu'il représente, après qu'ils aient signé le procès verbal, qu'ils acceptent le résultat dans le bureau de vote, à la capitale, le candidat qu'il représente estime que c'est lui qui a gagné et les choses ne se sont pas déroulées dans les normes. Donc, il faut avoir des candidats, des représentants formés dans les bureaux de vote pour contrôler les résultats. Et si ce faisant, vous avez les résultats avant même la commission électorale qui ne fait que compiler les résultats qu'on lui envoie. Donc voilà la leçon que je tire et je vous remercie de m'avoir associé. Merci à vous, Excellence Francis Gabriel Oké, expert électoral, ancien représentant de la CEDEAO auprès de l'Union africaine, ancien chef de la division assistance électorale de la CEDEAO et ancien secrétaire permanent du RESAO, le réseau des structures en charge des élections en Afrique de l'Ouest. Merci pour ces pertinentes analyses. Très bonne journée à vous. Merci.